Passer la parole à l'équipe du professeur Franz Nollet, qui malheureusement n'a pas pu venir. Et donc, vous m'excuserez, j'ai Dr. Fike Koopman. Yes. Thank you very much for being with us. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes là pour remplacer monsieur le professeur Nollet. Nous le connaissons très bien. Il est souvent présent lors de nos congrès. Des soins pour les polios aux Pays-Bas, qui est une organisation très particulière. Ils ont la chance d'avoir un centre expert pour l'ensemble du pays. Et thank you very much for this actuality. Merci, madame. Thank you very much for your introduction. Merci beaucoup de votre belle présentation. Comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit, monsieur le professeur Nollet n'a pas eu la possibilité de venir aujourd'hui, donc je vais prendre la parole pour vous donner sa présentation. Puis-je revenir en arrière? Est-ce possible? Yes. You can see him here. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur cette photo, je pense qu'il est intéressant de voir que, en fait, monsieur le professeur Nollet est le fondateur de ce centre. Moi, je suis médecin en réhabilitation, en revalidation depuis 8 ans au sein de ce centre. Lors de cette présentation, je vais essayer de vous parler de ce centre d'expertise post-polio, mais je vais également vous parler de notre programme SPP multidisciplinaire en un jour. Et je vous parlerai également de quelques domaines de recherche, tout d'abord dans le domaine des prothèses et puis dans l'exercice physique. Alors, je vais commencer en vous donnant quelques chiffres. Je pense que ce sont plus ou moins les mêmes chiffres qu'on observe dans d'autres pays européens. En 1957, les vaccinations de routine ont commencé aux Pays-Bas, donc l'épidémie s'est déroulée avant cette année. Vous pouvez voir également à l'écran qu'après 1957, il y a eu de petites épidémies également aux Pays-Bas. C'était dans des villages aux Pays-Bas où les patients, ou plutôt les personnes ne voulaient pas être vaccinées, en particulier pour des raisons religieuses. Ce que vous devez également comprendre, c'est que le nombre de patients qui n'ont pas attrapé la polio aux Pays-Bas ne fait qu'augmenter. Donc aujourd'hui, la moitié des patients, en tout cas environ la moitié des patients avaient eu la polio par le passé et l'autre moitié est beaucoup plus jeune et a attrapé la polio dans un autre pays, à l'étranger donc. Yes. Then over here. Alors ici, vous pouvez voir une carte des Pays-Bas avec notre centre post-polio qui se trouve à Amsterdam. Vous pouvez voir que c'est situé plus ou moins au centre du pays. Donc c'est plutôt utile. Par ailleurs, il faut comprendre qu'aux Pays-Bas, nous sommes 13 fois plus petits que la France. Donc on peut gérer tous les patients atteints de polio ou en syndrome post-polio parce que le pays n'est pas très grand finalement. Donc on a environ 100 nouveaux patients atteints de la polio chaque année. Quand nous recevons un nouveau patient, nous commençons toujours par un examen clinique grâce à un de nos médecins de révalidation. On fait un entretien tout d'abord. On leur demande leur plainte, quelle a été la phase aiguë, quelle a été la phase stable. On leur demande également comment ils se sentent, quelles sont leurs plaintes principales, et ensuite on passe à l'examen clinique. Et ensuite, nous décidons si nous devons mener d'autres explorations. Par ailleurs, souvent, on effectue des scans ou des CT scans de muscles, ce qui nous aide beaucoup parce que nous apprenons beaucoup plus d'informations quant à la qualité des fibres musculaires et cela va plus loin que l'examen clinique. Alors, nous effectuons également des analyses de marche chez les patients en difficulté de mobilité. Eh bien, lorsqu'on a des doutes,
on réfère notre patient à un de nos neurologues. Then a little bit more information on the Alors, maintenant, je vais vous expliquer cette journée multidisciplinaire du SPP. Donc, cette journée, c'est une journée lors de laquelle les patients reçoivent un questionnaire et ils remplissent une liste d'activités pour 2 jours. Et donc, toutes les 30 minutes, ils disent ce qu'ils font, quel type d'activité, et si cela amène des plaintes, des fatigues, des douleurs. Donc, cela permet aux membres de l'équipe de mieux comprendre le lien entre les activités et aux plaintes liées au SPP. Par ailleurs, on a également un autre questionnaire sur les façons de gérer tout cela et on demande également aux patients de réfléchir aux questions qu'ils veulent poser à l'équipe durant cette journée-là. Parce que ça nous aide à rester concentrés et en plus, ça aide aux patients à vraiment se préparer à cette journée. Ici, je vous propose une liste des différentes thématiques qu'on aborde lors de cette journée. Je suppose que vous reconnaissez certains points. De manière générale, la question qu'on entend, c'est surtout de savoir comment gérer le déclin, le syndrome post-polio. Mais parfois, les patients ont des questions un peu plus spécifiques. Par exemple, puis-je faire de l'exercice physique pour renforcer mes muscles? Ou comment faire pour rester en forme? Comment rester mobile? Ou des conseils, par exemple, pour adapter sa maison. Mais ce qui est notable, c'est qu'on a très peu de questions au sujet des facteurs émotionnels. Alors qu'on sait que beaucoup de patients ont des problèmes d'acceptation de leur maladie ou de l'anxiété au sujet de leur avenir. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons toujours un travailleur social au sein de notre équipe. Ensuite, bon, cette journée SPP, c'est quelque chose qui se déroule toujours le lundi. On commence le matin avec une pré-réunion avec l'équipe, avec le médecin de revalidation qui a déjà vu le patient et il transfère les informations les plus importantes au reste de l'équipe. Et puis le patient va voir le kiné, va voir également un ergologue, un travailleur social du domaine médical et un médecin spécialisé en revalidation. Puis il y a une pause pour le patient et ensuite il y a une réunion avec l'équipe et le patient. Durant cette réunion, on donne nos résultats aux patients, on donne nos conseils également. Et parfois, lorsque c'est nécessaire, nous proposons un plan de traitement ou lorsque le patient a besoin d'autres consultations, alors on discute avec lui et on lui propose « Voulez-vous revenir ?» ou vous préférez qu'on vous renvoie vers un autre médecin près de chez vous. Ensuite, nous effectuons un rapport qui est envoyé par après au patient et nous effectuons toujours une évaluation par téléphone environ 6 semaines après cette journée. Donc, j'aimerais vous partager quelques expériences que nous avons eues, tant du côté des patients que de nous-mêmes, de cette journée. Donc, les patients nous disent toujours ceci, que c'est une journée très intense. Ils sont épuisés après toutes ces consultations avec les différents membres de l'équipe, mais ils sont également conscients qu'ils apprécient beaucoup ces journées. Ils disent souvent que c'est la première fois qu'ils ont eu une approche avec toute une équipe de thérapeutes dans tous les domaines de ma maladie, avec tant de contributions différentes. Donc finalement, c'est une façon très efficace de donner des soins parce qu'en une seule journée, on a une équipe avec des personnes de différents contextes qui permettent de lancer vraiment les soins, de donner un bon départ. Et donc, en tant qu'équipe, cela nous permet vraiment d'améliorer notre coopération interdisciplinaire. Donc c'est peut-être également pour nous un peu un effort de team building. On renforce notre identité d'équipe. Voici certaines thématiques que nous abordons au sein de ce centre d'experts, mais étant donné que nous travaillons dans un hôpital universitaire, bien sûr, nous avons d'autres domaines de recherche. Alors, il y a 2 équipes avec lesquelles nous travaillons, les orthèses et le domaine des exercices. Donc, dans les orthèses, on en a déjà entendu parler ce matin. Évidemment, les problèmes de mobilité sont très importants au sein du groupe de patients en SPP. Il y a des plaintes d'instabilité, de chute, par ailleurs, une dépense énergétique élevée pour la marche, des douleurs dans le bas du dos, mais également dans les bras à cause de l'utilisation de
béquilles et également ils se plaignent d'une vitesse de marche assez lente. Ici, vous pouvez voir différentes orthèses. Vous pouvez voir ici des chaussures, vous pouvez voir des orthèses de genoux également, les différents appareillages. Et puis, il y a également ici les appareillages plus conventionnels en cuir et en métal. Et puis, nous avons ces appareillages en composé carbone. C'est quelque chose qu'on fait depuis environ 30 ans. Donc, c'est une équipe qui est très habituée à ce type de système. Alors, nous effectuons évidemment des recherches, des études. Cela a commencé dans les années 2000, où on a étudié les effets des orthèses en composite carbone par rapport à celles qui étaient faites en cuir et en métal. Mais nous avons également étudié l'utilisation et l'usabilité de ce type d'orthèses parce que la plupart tous les patients ne les portent pas. Donc on aimerait bien comprendre ce qu'il se passe, pourquoi c'est le cas. Et il y a également des études en cours, par exemple sur les articulations au niveau du genou. Et à l'avenir, on aimerait également avoir plus d'informations sur les nouvelles articulations de genoux, les nouvelles générations telles que la C-brace, donc ce qu'on appelle les articulations adaptatives. Donc nous évaluons également les orthèses pieds-chevilles avec une autre optimisation évidemment, parce qu'on sait que pour chaque patient, il y a une rigidité différente. Pour chaque patient, il faut que ce soit plus ou moins rigide pour que ça fonctionne ou pas. Et donc, il est très important d'avoir une rigidité qui répond aux besoins individuels. Donc, on a maintenant, en fait, des modèles de simulation qui sont mis en place pour mieux prédire ou connaître le type de rigidité qui permet de répondre à chaque patient dans ses spécificités. Par ailleurs, j'aimerais également vous parler de notre façon d'organiser nos soins d'orthopédie au sein de notre centre. Nous avons une approche systématique. Donc en 2012, on a développé des lignes directrices, un manuel. Malheureusement, il n'est disponible qu'en néerlandais, mais il a été mis à jour. J'espère qu'il sera traduit en anglais. Et donc ce manuel nous donne... Désolé. Il nous donne vraiment une approche systématique. Par ailleurs, tous nos patients qui reçoivent une orthèse, eh bien, on mène chez eux une évaluation de la marche en 3D. Donc cela permet vraiment de comprendre quel type d'orthèses doivent être prescrites. Étant donné qu'on utilise cette analyse de la marche avant et après l'orthèse, on peut évaluer évidemment l'amélioration de notre soin. Et ça nous permet d'améliorer notre travail, mais également de mener des informations pour la recherche scientifique dont je viens de vous parler. Enfin, et c'est également très important, l'approche est multidisciplinaire. C'est impossible d'apporter ce type de soins si on n'a pas une équipe d'experts. Il vous faut un orthopédiste, vous avez besoin également d'un ergologue, vous avez besoin d'un kiné, une personne capable d'effectuer ces analyses 3D. Il vous faut un expert en revalidation qui peut gérer cette équipe multidisciplinaire également. Alors maintenant, je vais passer à un autre sujet, les exercices aérobiques. En général, par le passé, les patients atteints de ce syndrome évitaient l'exercice physique parce qu'ils avaient moins de force dans les muscles. Mais on s'est rendu compte, en fait, qu'en menant beaucoup d'études sur ces exercices physiques, que c'était quelque chose d'assez sûr, il n'y a pas de risque. On se rend compte qu'il y a des effets positifs de ces exercices. Mais le problème, c'est que ces études se sont faites sur des petits nombres et avec un grand taux d'abandon également dans ces études. Donc en 2008, on a voulu étudier un des exercices qu'on propose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a mis en place un programme
où les patients s'entraînaient chez eux et puis venaient au centre une fois par semaine pour recevoir un entraînement à haute intensité. Donc, ils commençaient environ à 50% de leur fréquence cardiaque, et puis on a augmenté à 70% de leur fréquence cardiaque. Et évidemment, c'était des exercices assez longs. On a commencé à 30 minutes et puis on passe à 40 minutes après un certain temps. Donc on a étudié ces interventions au sein d'une étude clinique randomisée et nous avons obtenu nos résultats. Et voici les résultats. Aucun effet sur la fatigue. Aucun effet sur les activités physiques rapportées par les patients et aucun effet sur les capacités respiratoires. Donc, c'était très décevant. On s'est posé la question, pourquoi ça n'a pas marché? On a essayé de comprendre. Donc, on a effectué une étude là-dessus et on s'est rendu compte qu'en fait, le taux de présence était très élevé, donc 89%. Donc, les personnes faisaient les exercices. Oui. Mais on s'est également rendu compte qu'aucun des participants ne travaillait dans la fréquence cardiaque cible. Donc, soit ils travaillaient à une intensité trop élevée ou trop faible. Donc, on s'est dit, il nous faut une approche plus individualisée. Parce que les patients atteints de SPP sont très différents de la population générale. Donc, il faut quelque chose de plus individualisé. C'est pourquoi nous avons mis en place un manuel d'entraînement. Donc, on a eu un groupe multidisciplinaire avec des patients, des physios, des kinés, et on a mis en place des sessions de groupe où on a partagé notre connaissance scientifique, les résultats des études que nous avions effectuées par le passé, nous avons entendu les opinions des experts, et ensuite on a proposé un manuel d'entraînement. Alors, ce manuel d'entraînement consiste en une partie pour le thérapeute et une partie pour le patient. Et évidemment, il est différent de ce que nous avons fait par le passé. Pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est un entraînement polarisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un entraînement qui se fait à basse intensité, 2 fois par semaine, et une seule session à haute intensité. Mais la session à haute intensité se fait par petites périodes de travail, donc très haute intensité, puis repos, très haute intensité, puis repos. Et puis, donc, c'est quelque chose qui se fait à la maison, avec la supervision d'un thérapeute et des sessions en personne pour vérifier l'évolution, et également 3 sessions par téléphone. Donc, nous avons traduit ce guide en anglais. Il est disponible sur Internet. Si vous scannez ce code QR, vous y aurez accès directement. Et vous pourrez lire toutes les informations à ce sujet. Ensuite, vous pourrez voir une vidéo sur YouTube qui vous montrera toutes les informations en scannant l'autre code QR. Et puis, bien sûr, nous voulions savoir si ce programme fonctionnait. Et donc, on a mis en place une étude pilote avec 31 individus de 15 maladies différentes et à évolution lente, dégénérative, et le taux de complétion était de 84%. On a demandé aux patients tout d'abord ce qu'ils en pensaient, et aux thérapeutes également. Et les patients nous ont dit « je me sens en meilleure forme ». C'est très important. Et puis on leur a demandé de donner un inconvénient, et ils nous ont dit que parfois c'était ennuyeux. Et quand on a demandé aux thérapeutes, ils ont dit ceci: c'est un guide bien clair, complet, et l'inconvénient, c'est que cela demande beaucoup d'investissement en temps pour lancer le programme. Nous avons mesuré les résultats ensuite sur des marqueurs importants des capacités respiratoires. Ceci s'est fait avant et après l'intervention dans une étude randomisée. Et donc, vous pouvez voir que sur les paramètres principaux de forme physique, de capacité aérobique, eh bien, ce programme a eu des résultats efficaces. Donc, les patients ont de meilleurs résultats en autonomie respiratoire, plutôt en capacité respiratoire. Évidemment, il va falloir étudier ceci dans une étude contrôle. C'est quelque chose qu'on a commencé il y a 4 ans, randomisé. Et
j'espère que d'ici la fin de cette année, nous pourrons vous présenter les résultats de cette étude. Et voici ma dernière diapositive. Entre-temps, nous travaillons également à la coopération internationale. Nous voulons vraiment évaluer la faisabilité et l'efficacité de BFIT, donc de notre projet à une échelle internationale, avec la possibilité de mettre en place ce projet aux États-Unis pour les patients en SPP. Et nous avons également rencontré Muscular Dystrophy Canada pour mettre en place ce programme chez les patients atteints de dystrophie musculaire. Et nous avons également rencontré AFM Téléthon pour mettre en place ce système également dans des centres en France pour se concentrer sur d'autres maladies à dégénérescence progressive, y compris le SPP. Et voici, c'était la fin de ma présentation. Merci beaucoup de votre attention et évidemment, au nom de tous mes collègues, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. C'était, comme toujours, très intéressant d'apprendre de votre expérience aux Pays-Bas. Mais il y en a, sinon j'avais de quoi faire. Well, I can say it in English. Je peux la poser en anglais si vous désirez, ce sera plus facile. Ma question est celle-ci. Avez-vous fait l'essai du HIIT, donc l'entraînement à haute intensité par intervalle? Vous connaissez ce système, le HIIT? Donc c'est une très haute intensité, puis un repos, puis une très haute intensité? Oui, je sais que beaucoup de patients atteints de post-polio peuvent faire ce type d'exercice, mais dans cette étude, on n'avait pas une façon efficace ou une méthode efficace, en tout cas, de déterminer ce qu'est une haute intensité ou ce qui est une basse intensité. Et pour le faire, on a juste mesuré la fréquence cardiaque, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui fonctionne avec des personnes qui ont une masse musculaire normale, mais cette méthode ne fonctionne pas avec la population atteinte de syndrome post-polio. Donc il a fallu d'autres méthodes pour déterminer l'intensité adéquate de l'entraînement. Ainsi, ce que nous faisons maintenant, c'est des tests d'exercice avec une analyse du respiratoire, ce qui nous donne des résultats bien plus adéquats pour mesurer l'intensité à laquelle devraient s'entraîner nos patients. J'ai une autre question au sujet de la nutrition. Avez-vous évalué les protéines ingérées par les patients, l'apport en protéines? Est-ce important ou avez-vous observé une différence avec le cas de la poliomyélite? Parce qu'on pourrait dire que le métabolisme de la protéine est plus faible et plus lent. Donc il faut ingérer plus de protéines, avoir un apport plus élevé. Donc dans le cas de l'entraînement, il faudrait peut-être encore augmenter cet apport. Alors non, nous ne nous sommes pas concentrés là-dessus dans ce projet, mais nous avons conseillé à tous nos patients de s'assurer un apport en protéines suffisant, puisque évidemment c'est très important. Mais c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et nous voulons mettre en place d'autres études à l'avenir avec d'autres questions qui sont souvent posées par les patients. Par exemple, ils prennent du poids et ils trouvent très difficile de perdre du poids. Et donc, nous savons que cela est lié également aux difficultés de mobilité. Donc, le régime alimentaire est un sujet majeur sur lequel nous commençons à nous concentrer. Mais dans cette étude, ce n'était pas spécifique en tout cas. Merci. Vous présentiez ce programme pour la population des patients SPP. Est-ce qu'elle est étendue également aux patients qui souffrent d'une évolution aggravée de leurs séquelles avec l'âge et qui n'ont pas un SPP diagnostiqué? The question is about post-polio syndrome.
Est-ce que votre centre se concentre uniquement sur le SPP ou sur tous les patients avec toutes leurs difficultés? Donc, nous sommes un centre de revalidation au sein d'un hôpital universitaire. Donc, nous avons notre clinique de revalidation et nous voyons tout type de maladies au sein de ce centre. Mais évidemment, on se concentre surtout sur les patients atteints de maladies neuromusculaires et le groupe post-polio est le plus large au sein de cette population. Merci beaucoup.